Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui existe en Isère depuis au moins l'an 1219. Télé Grenoble n'existait pas, c'est dire. Vous non plus, Antoine Reboul, je pense, je suppose. Non, effectivement, non. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes le maire de Beaucroissant, commune iséroise qui accueille donc depuis plus de 800 ans la célèbre foire de Beaucroissant qui repart de plus belle après 2 annulations Covid. Oui, on en parlera avec vous de cette 801e édition qui se profile. En face de vous, Alexandre Grassi, bonjour. Bonsoir. Je vous souhaite d'arriver à cette 801e édition, vous qui lancez un événement sportif sur l'agglomération grenobloise en cette rentrée, le premier trail du Néron, une nouvelle épreuve de course en montagne dont on va parler au cours de cette émission. Et puis avec nous également Emmanuel Galland. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thibault. Journaliste dans la presse quotidienne régionale. Bon, il n'y en a qu'une chez nous en Isère, c'est le Dauphiné Libéré. Tout à fait. Et vous êtes aussi auteur, Emmanuel, de ce roman, Les fantômes se lèvent toujours à l'Est. C'est votre premier roman, un roman qui s'inspire d'un épisode terrible et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu mon petit coup de cœur de l'été. On le feuillettera également ensemble tout à l'heure, mais on va d'abord ouvrir le livre de la Beaucroissant. C'est un livre qui comporte un certain nombre de chapitres. Antoine, alors vous avez été élu maire de Beaucroissant en 2020. Quand on devient maire de Beaucroissant, j'imagine que l'une des missions, voire la mission principale pour le maire de Beaucroissant depuis des siècles, c'est d'organiser cette fameuse foire. Alors il y a une petite malédiction en ce qui vous concerne, puisque vos deux premières éditions n'ont pas eu lieu finalement. Oui, c'est ça. On a été élu en 2020 et avant même d'avoir été élu, le précédent maire avait été obligé d'annuler la foire de printemps, parce qu'il y a 2 éditions par an. Et on l'a fait à notre tour à 3 reprises. Donc pendant 2 ans, il n'y a pas eu de foire, effectivement. Et c'est un événement, comment dirais-je, renseignement pris auprès des précédents élus. Même pendant la guerre, la foire a eu lieu. Et peut-être qu'en 1941, elle n'aurait pas eu lieu. Mais en tout cas, je veux dire, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose comme le Covid pour que ça s'arrête, quoi. Le Covid plus fort que la guerre. Plus fort que la guerre, oui. Je parlais de 1219, la date de création de cette foire. Alors ça remonte très loin dans le temps. On en est sûr d'ailleurs de cette date. Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu en 1219, c'était le jour de la Sainte-Croix, le 14 septembre, une terrible inondation à Grenoble. Il y a un verrou glaciaire qui a sauté dans l'Oisans. Et donc l'eau a dévalé la Romanche et est venue submerger Grenoble. Et il y a eu des milliers de morts. Et pour l'évêque de Grenoble de l'époque, pour commémorer l'événement, a organisé un pèlerinage. Et à l'époque, c'était d'abord l'évêque de Vienne et de Grenoble, et ils avaient une résidence d'été qui était à Parménie, la colline qui domine Beaucroissant. Et donc, l'évêque a décidé d'organiser ce pèlerinage-là. C'était à l'endroit également où les flots se sont arrêtés, puisqu'il y a une espèce de verrou du côté de Rive. Voilà. Et du coup, les eaux ne sont pas allées jusqu'à Beaucroissant et ils organisent ce pèlerinage. Et la tradition indique que de ce pèlerinage est née la foire. Donc en réalité, c'était en 1220, c'est-à-dire l'année suivante des fameuses inondations. Voilà. Il y a une historienne qui a consacré une thèse à l'origine de la foire, qui l'a documentée dans ce petit livre. Il était une fois la Beaucroissant. Elle a retrouvé notamment les premières traces officielles, on va dire, en 1578, à l'époque médiévale. Vous l'avez dit, Beaucroissant, finalement, c'est un concours de circonstances. Le fait que la foire se soit installée dans ce petit coin de l'Isère, on a une 30 km à peu près au nord de Grenoble. C'est ça, voilà, oui. Alors, concours de circonstances, après, si on regarde, et l'historienne dont vous parlez a fait une étude de toutes les foires du Dauphiné, il y avait une grosse foire
à Chabon également, qui s'appelait la 1001. Et la Beaucroissant a sûrement traversé les âges parce qu'elle bénéficiait de plusieurs éléments. La situation entre la vallée du Rhône et la montagne. Et du coup, on peut échanger entre les montagnards et les gens de la plaine. On échange des chevaux, parce que c'est une grosse foire aux chevaux. On échange aussi des articles. On fait des licoles ou des cordes, on tresse des paniers, des choses comme ça. Et chaque secteur est un peu spécialisé. Et puis c'est à une période qui est propice à ce genre de choses, puisque on est à la fin des moissons, on est le 14 septembre. C'est d'abord une fête religieuse, c'est la Sainte-Croix, mais c'est à la fin des moissons, et donc on se prépare à l'hiver. Et donc, si on regarde bien, encore aujourd'hui, on est sur une croix, on est à la croisée du sillon rhodanien qui quelque part démarre avec la vallée verte en Haute-Savoie, à Annemasse, et qui descend jusqu'à la vallée du Rhône, et puis l'axe Lyon-Grenoble. Une situation au centre du département de l'Isère, c'est une situation formidable. D'ailleurs, habitant de Beaucroissant depuis 20 ans, quand je choisis mon lieu de domicile, ça participe à ce choix-là, cette situation-là. D'être central sur le territoire. Alors, je n'ai pas retrouvé de photos de la foire de l'époque du Moyen-Âge, par exemple, mais j'en ai quand même des années 60, à une époque où ce type d'événement était très, très prisé. Ça nous replonge aussi dans une autre ambiance il y a un demi-siècle. La plupart des grandes foires agricoles qui étaient en vogue à l'époque ont disparu. Celle de Beaucroissant, finalement, a traversé sans trop de mal toutes ces décennies. Alors, il y a un fait, c'est au lendemain de la guerre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, très honnêtement. On a peu d'écrits, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais au lendemain de la guerre, la foire était entre les mains d'une régie qui était extérieure à la commune. Et la secrétaire de mairie, qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Marthe Richard, dit au maire de l'époque, vous savez, monsieur le maire, on pourrait sûrement s'en sortir beaucoup mieux si on gérait la foire nous-mêmes. Il a fait confiance à cette dame et qui a été régisseuse de la foire. La commune a repris en direct la régie de la foire. Et très rapidement, ils se sont aperçus qu'ils doublaient les recettes. Ce qui leur restait était 2 fois plus important qu'avant. Et cette dame a, officié jusqu'à ses 80 ans. Jusqu'à il y a encore une quarantaine d'années, elle était en poste à Beaucroissant. Et c'est véritablement ce passage, le fait que ce soit la commune qui s'en occupe en direct. Par exemple, la 1001 dont je parlais juste à l'instant, il y a eu un petit bisbille entre les curés sur les terres desquelles ça se passait et la commune à l'époque. Et du coup, c'est un peu... voilà. Alors que là, le fait que la commune tienne la foire, ça a garanti sa pérennité. Et notamment, un régisseur extérieur aurait peut-être eu tendance à augmenter les tarifs des emplacements. Et comme on sait, avec des prix bas, ça rendrait l'accès beaucoup plus facile. Bon, c'est toujours la mairie qui aujourd'hui est à la manœuvre pour l'organisation de cette foire. On voit là des images, notamment de la fête foraine, puisqu'il y a une partie du champ de foire qui est consacrée au manège, qui attire notamment un public très familial. Mais les stars de la foire, finalement, ce ne sont pas vraiment les manèges. Ils sont plutôt à 4 pattes. C'est ça. C'est les bestiaux, les stars. Alors, historiquement, on avait beaucoup plus de bovins et, avec le 20e puis le 21e siècle, on passe du bétail de négoce. Il n'y a plus les maquignons comme on les connaissait autrefois. On passe du bétail de négoce au bétail d'exposition, plutôt bétail de concours. On a un très beau concours du charolais sur place. Il continue à y avoir un négoce de chevaux, de moutons, d'ovins. Et puis quand il n'y a pas de grippe aviaire, comme au printemps, on a un très beau coteau des volailles aussi. On vient acheter des poules et des oiseaux de basse-cour à Beaucroissant. Alors, on vient les acheter. Il y a aussi du public, j'imagine, plus citadin qui en profite pour venir découvrir ces animaux de la ferme. Oui. On a évidemment un public rural parce que la Beaucroissant, je veux dire, de grand-père en père, en petit-fils ou petite-fille, c'est une tradition. Mais c'est vrai qu'on a un public rural depuis Grenoble. On a beaucoup de gens qui viennent découvrir, je ne sais pas si ça s'appelle la vraie vie, mais en tout cas une vie qu'on ne découvre pas tous les jours en ville, oui. Il y a combien de têtes de bétail, tout compris, sur une foire de Beaucroissant? Ça s'estime, ça Oui, c'est un millier de têtes, tous animaux confondus. Je ne mets pas les volailles dedans, mais c'est un millier de têtes de bétail à peu près, oui. Vous parliez du commerce, du négoce des bêtes, et notamment de ce métier de maquignon, qui n'est pas forcément très connu du grand public. Ça se perd ou ça continue Ça se perd parce que maintenant...
Rares sont les foires où ils continuent à faire leur négoce. Internet a pris le dessus dans beaucoup de domaines, celui-là comme d'autres. Il en reste quelques-uns qui viennent soit par tradition, soit par affection. On a un célèbre négociant qui s'appelle Max Josserand, que tout le monde doit connaître. On le voit là à l'image, ça tombe bien, on est raccord. Peut-être qu'il est à l'image, et qui est un amoureux de la foire, et je pense que, on le voit. Et donc, il y a un certain nombre de traditions qui se poursuivent. L'entreprise Bourjal devait venir au printemps, puis malheureusement, à cause de la neige, ils n'ont pas pu venir. C'est un très très gros négociant en bestiaux là, de l'Isère et même de Rhône-Alpes. Ils font 1000 têtes de bétail par semaine. Donc s'ils viennent à la foire, c'est plus par tradition que pour... En fait, maintenant, on vient à la foire pour y faire des affaires, mais surtout pour y rencontrer... ses copains, pour y faire la fête, pour se retrouver. Et puis c'est une belle vitrine, il faut y être parce que c'est une belle vitrine. Bon, je ne sais pas si à la foire de Beaucroissant on fait des barbecues, mais en tout cas on mange de la viande. Et c'est un peu une tradition sur un événement comme celui-là. Alors, on mange de la viande. Il y a certains établissements. On a 80 restaurants sur la foire. Il y en a une vingtaine de restaurants importants. Et certains sont spécialisés, oui, dans la viande. Alors, les charolais, évidemment, c'est de la viande iséroise. C'est de la viande des animaux des champs voisins. Donc, il y a une vraie qualité. Il y a une tête de veau qui est célèbre dans un des établissements. Enfin, oui, on mange de la viande. Oui, ça, c'est sûr. Bon. Beaucroissant, c'est combien? 1500, 1700 habitants? Un peu plus maintenant, parce que c'est une commune rurale qui grossit, comme beaucoup de communes rurales. Alors, ce ne sont pas encore les chiffres de l'INSEE, mais on est sûrement vers 1800 habitants. Oui. Quand la foire d'automne arrive, vous faites x100 par rapport à la population habituelle, même un peu plus Je pense qu'à la foire à la 800e, à l'anniversaire, c'était x300, je pense. x300. Comment on fait pour accueillir autant de monde quand on est une petite commune rurale? En fait, c'est extrêmement particulier parce que les habitants et les équipes d'agents de la commune, ils ont ça dans leur gène. En fait, ils vivent ça depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, ce sont des choses qu'on répète. Je vois les agents de la commune, il n'y a même pas besoin de leur donner de consignes. Ils savent que tous les panneaux de signalisation, les barrières, les banderoles, les piquets, tout ce qu'il faut mettre en œuvre, chacun sait ce qu'il a à faire. Et en fait, on est une toute petite équipe. On est une quinzaine d'élus à être physiquement investis sur la foire, pour 19 au total, et une équipe de pas plus d'agents, et on arrive à faire fonctionner parce que c'est un événement qui revient toujours à l'identique. Les habitants sont très impliqués, en tant que bénévoles, un certain nombre, mais parce qu'ils tiennent les parkings, parce qu'ils tiennent les buvettes, parce qu'ils y font des affaires pour un certain nombre, parce qu'ils y ont des stands. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... D'ailleurs, il suffit d'aller à Beaucroissant pour voir que la foire a marqué le village. Il y a des champs partout, avec des barrières et tout. Ça donne un aspect très, très singulier au village. Bon, c'est le deuxième week-end de septembre, cette foire. On salue, puisque vous parliez de la petite équipe municipale, on salue notamment Hugo Galatioto, qu'on connaît bien, qui connaît bien ce plateau pour y avoir présenté pendant plusieurs années une émission sport le lundi, et qui maintenant se retrouve à organiser avec votre équipe. Hugo, qui est conseiller municipal et qui nous apporte son savoir-faire en matière de communication, et c'est très précieux. Oui. Je crois qu'il y a une webcam d'ailleurs qui est installée sur le champ de foire. Oui, alors je ne sais pas exactement, je ne suis pas tenu au courant de tous ces dispositifs. Oui. Bon, en tout cas, je signale ce petit fascicule, ce petit livre, qui était sorti pour la 800e édition, c'était en 2019, qui retrace un peu l'épopée de cette foire. Emmanuel, vous connaissez forcément. Ça me parle un petit peu, ce genre d'ouvrage. Oui, on l'avait fait en collaboration avec le Dauphiné. Oui, c'était lui qui avait sorti l'opuscule. Oui. C'est un livre de la collection Patrimoine qui est édité au Dauphiné Libéré, au service des éditions Je Travaille. Donc voilà, très bien. Et qui est à découvrir pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cet événement qui fait partie du patrimoine isérois depuis très longtemps. Vous aussi, Antoine, vous avez travaillé au Dauphiné Libéré dans votre autre vie. C'était il y a une dizaine d'années. Enfin, j'ai quitté le Dauphiné il y a une dizaine d'années, et j'ai coutume de dire que j'ai presque tout fait, sauf faire tourner les rotatives. J'y ai passé 25 ans, et je dois dire que je me suis régalé.
Eh ben, voilà. Emmanuel, en tant que journaliste du Dauphiné, vous avez déjà écrit, fait des reportages sur la foire de Beaucroissant. Je crois que vous avez habité pas très loin en plus. Non, j'habite à Moiran, c'est à côté, hein, c'est de l'autre côté de la colline. Je passe souvent par Parmigny d'ailleurs, hein, qui est à l'origine de la foire, si j'ai bien suivi. Sympathique point de vue d'ailleurs, hein, sur toute la vallée de l'Isère. Ouais. Je suis jamais allé à la foire et peut-être que là ça va arriver. Hein, faut dire que je suis arrivé à Moiran aussi en 2020 et que depuis que je suis résident du Pays Voironnais, la Beaucroissant n'a jamais eu lieu. Oui, c'est juste. Ouais. Ça n'aide pas. Effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est la première d'Antoine Reboul en tant que maire, en tout cas, de Beaucroissant. En 2019, lors de la dernière édition, qui était la 800e, mais la patrouille de France était passée au-dessus du champ de foire. On a quelques images de ce passage éclair, forcément, parce qu'ils vont vite, les avions. Il y a quelques surprises pour l'édition. Vous avez fait quelque chose. J'imagine. C'est un salut, il y a un petit côté national. Et ça nous avait fait remonter les poils des bras, là. C'est sûr, oui. Il y a quelques surprises pour l'édition 2022 Alors, la surprise, c'est que, comment dirais-je, qu'on s'adapte au temps moderne et qu'on redémarre. Vous savez, quand un engin n'a pas tourné, parce que ça fait 3 ans, 2019-2022, il faut donner des sacrés tours de manivelle pour que ça redémarre. Hein. Les habitudes, malheureusement, même au bout de 800 ans, se perdent pas mal, assez vite. Voilà. Bon, merci, bonne foire en tout cas, Antoine, puis merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous parce qu'on va rester dans l'univers du livre, de l'écrit, avec Emmanuel Galland. Donc, journaliste au Dauphiné libéré et auteur de ce livre, Les fantômes se lèvent toujours à l'Est. Emmanuel, un premier roman. Premier roman, oui. dont j'ai commencé l'écriture en 2018 après un voyage en Chine sur les terres de mon épouse, pour rien cacher à personne. Et c'est là, dans la région de la Mandchourie, dans la ville d'Harbin, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne parle pas chinois. Mieux que moi en tout cas. Voilà, que je suis tombé sur les traces de l'unité 731. L'unité 731, c'est un camp de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise qui officiait dans la région et qui ont commis des horreurs. Je sais pas comment il n'y a pas de bonne façon de les décrire. J'ai vaguement essayé, mais voilà, on parle là de dissection, de vivisection d'êtres humains, de maladies inoculées, d'enfants qui sont congelés, enfin de tas de choses qui sont vraiment, vraiment atroces. Et voilà, c'est un épisode de l'histoire qui est horrible et qui est assez mal connu en France. Ah oui, moi j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. Voilà, ça a commencé dans ce que nous on appelle l'entre-deux-guerres, donc autour des années 30, en Mandchourie. À l'époque, les Japonais occupaient la région. Et donc ils ont installé un maillage de camps militaires dans toute cette partie du nord-est de la Chine. Et c'est là que le général Shiroishi a pris la main sur cette unité de recherche bactériologique. Et ça a été pour moi le point de départ d'un roman. Je me suis dit, là j'ai une histoire à raconter. Alors il faut savoir que voilà, j'avais eu la volonté d'écrire, pas de manière informative, ce que je faisais pour mon métier de toute façon, mais de manière plus créative. C'est une envie que j'avais depuis longtemps, mais voilà, je bloquais. Il y avait un blocage dans l'écriture sur ça. Des premiers romans, j'en ai peut-être 15, qui se sont arrêtés au bout de 5, 10, 15, 50 pages pour les plus belles tentatives. Il manquait l'histoire. Là, je l'ai eu. Tout de suite, j'ai imaginé le déclic. Il y a eu le déclic et j'ai imaginé la rencontre entre un ado de France, de chez nous, de notre monde, et une ado de ce monde-là. Donc, qui a été dans ces camps. Voilà, une jeune captive de l'unité 731 qui s'en sort pas malheureusement, qui devient un fantôme. Et moi, voilà, dans ce bouquin, je raconte la rencontre entre ces deux ados, ces deux post-ados, et je prends prétexte pour cela un voyage. Voilà, c'est un ado donc qui s'appelle Martin Geist, qui est mal dans sa peau en France. Il a des soucis d'ado, voilà, les filles, ça va pas. Son père est malade et il décide d'évacuer l'attention du monde en partant en voyage et il traverse le monde, il traverse l'Europe et il poursuit en Russie jusqu'en Chine. C'est au cours de ce voyage qu'il va rencontrer Yu Liang
qui est mon héroïne donc chinoise. Yu, donc ça veut dire lune, donc je l'appelle Lune dans le roman parce que c'est plus facile pour tout le monde, je pense. Et voilà. C'est une histoire, vous la décrivez très bien, mais complexe, enfin, en tout cas, qu'il a fallu, j'imagine, un peu de temps à échafauder, qui mélange le road trip, un peu de polar, d'enquête, des faits historiques. C'est un roman qui est difficile à classer. On aime bien, en général, mettre les écrits dans des cases. Là, vous la mettriez dans quelle case, votre œuvre? Alors moi, je parle d'un roman de voyage fantastique. L'éditeur a choisi l'appellation historico-fantastique. Voilà, moi, je ne me considère pas historien, mais bon, je comprends. Voilà, c'est classé en fantastique. Hein. Aujourd'hui, il y a une intrusion du surnaturel dans une histoire qui appartient au réel. Donc voilà, ça c'est à peu près la définition du fantastique. Mais c'est pas un genre qui est bien implanté, qui a une histoire française. Hein. Il y a eu du fantastique classique, avec Maupassant, avec d'autres. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un ovni. C'est un des retours que j'ai, en tout cas. C'est aussi celui que moi j'ai eu en le lisant. J'ai cette sensation d'être pris dans cette histoire, mais de ne pas savoir comment vraiment on peut positionner ce roman, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est peut-être un nouveau genre littéraire qui va se développer. L'histoire, en tout cas, la base historique, elle est réelle. Si on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire chez nous, on l'apprend peut-être plus au Japon, même si ce site que vous êtes allé visiter, que vous évoquez, ce site atroce, là où il y a eu plus de 10 000 morts, au Japon, il est encore un peu tabou. Hein. Alors, on n'en parle pas au Japon. Si on l'évoque, c'est tout de suite. Alors ça m'est arrivé en plus. Hein. Moi, j'ai mis sur des réseaux sociaux des photos, des images de mon roman et de l'unité 731 qu'on voit. Voilà. Ça, c'est des photos que j'ai prises sur le site, hein, donc en Mandchourie. Tout de suite, je me suis fait agresser par des trolls japonais. Vous mentez, c'est pas l'histoire telle qu'elle s'est passée. Alors des tweetos japonais m'ont expliqué très sérieusement que l'unité 731 était un hôpital dans lequel l'armée japonaise soignait les malades chinois et les mettait en quarantaine pour les protéger de la peste. Donc voilà, bon, je pense qu'il y a un travail de mémoire à faire aussi au Japon, mais voilà, ça c'est... C'est leur histoire et leur rapport à l'histoire. En tout cas, c'est encore un sujet qui est difficile et tabou aujourd'hui. Ça a attendu évidemment l'occupation japonaise, les relations avec la Chine, avec la Corée à l'époque, et ça poursuit aujourd'hui. En 2020, à Berlin, l'ambassade... Voilà, je dis ça de tête, mais il me semble bien que c'est ça quand même. L'ambassade de Corée du Sud a voulu mettre une statue en mémoire aux femmes de réconfort, hein, qui étaient des esclaves sexuels envoyés par les Japonais au Japon dans des bordels, et donc des jeunes femmes qui venaient de Corée ou de Chine. Et c'est un sujet qui est très vif, hein, en Corée, qu'ils essayent de faire reconnaître, et ça a créé, cette statue à Berlin a créé un incident diplomatique pas possible, hein, entre le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud. Donc voilà, c'est encore une histoire qui est douloureuse, on va dire. Voilà, j'arrive avec un regard extérieur, évidemment. Moi, j'ai aucun souci avec les Japonais ou avec qui que ce soit. Mais je trouvais ça intéressant de faire connaître cette histoire de l'unité 731 en France et voilà, aux gens que je connais, parce que c'est vrai que voilà, on me dit souvent, j'ai jamais entendu ça dans un livre d'histoire, jamais lu ça dans un livre d'histoire, je ne connais pas. Et voilà, bon, non, les gens ils savent un peu quand ils lisent ce livre. Après ils se demandent si c'est vrai déjà, si je l'ai pas inventé, donc ils vont voir en ligne, ils regardent des sites des articles qui ont été écrits dessus dans des médias, Wikipédia, je ne sais pas, mais ils se renseignent. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. Je suis allé me renseigner, j'ai vu que c'était vrai et que j'avais jamais entendu parler de cette partie atroce notamment de la Deuxième Guerre mondiale du côté de l'Asie et du Japon. Si vous voulez en savoir plus, Les fantômes se lèvent toujours à l'Est aux éditions Ex Aequo. Voilà, c'est aussi une belle histoire. Enfin, on est pris aussi dans
dans le roman. Il y a un suspense jusqu'au bout. J'ai envie de dire que le mal finit par triompher dans votre livre. Mais On ne sait pas. ça, voilà, c'est la part du mystère et du fantastique. On gagne mieux sa vie en étant écrivain qu'en étant journaliste. En étant journaliste, je suis. Alors peut-être, voilà, si un jour Ça je vends décolle. des centaines de milliers de romans, je changerai de réponse. Mais là, pour le moment, non, journaliste, c'est une voie plus sûre, je pense. Votre éditeur, qui fait la préface, a eu un vrai coup de cœur pour votre Oui, plume oui, et votre façon d'écrire. L'éditrice qui s'appelle Faustine Galicia, on a bien accroché. Voilà. Elle a pris le roman tout de suite quand je lui ai envoyé, donc c'était une belle rencontre. Maintenant que le déclic est passé, il y en a un prochain en préparation? Un jour, oui, il y en aura un. Alors, voilà, moi, quand j'écris, j'ai besoin d'engranger un peu d'expérience, un peu de matière. Donc voilà, il va falloir faire ça avant d'écrire, mais ça viendra, oui. Et puis Chinec, vous serez au Festival Livre à vous à Voiron le 20 novembre, Tout à fait. en Isère, près de chez vous, près de Beaucroissant également. Et puis au Salon du Livre de Saint-Clair-de-la-Tour en Nord-Isère le 26 novembre. Voilà, si vous voulez rencontrer Emmanuel et échanger avec lui et découvrir son roman. Vous êtes trailer, Emmanuel, quand vous écrivez pas? Non, Sportif, non? pas du tout. Pas du tout. Non, je joue un peu au foot, mais alors courir, c'est courir en montagne, qui plus est. Bon, on va... Sur les arêtes du Néron, ça me semble une idée bizarre. Bon, on va quand même essayer de vous intéresser sur cette fin d'émission. Et ouais, c'est nouveau, une nouvelle épreuve sportive qui voit le jour en cette rentrée à Grenoble, à Grenade-sur-Bloise. Alexandre Grassi, vous êtes l'organisateur, Emmanuel nous l'a un peu dévoilé, du Trail du Néron, qui va célébrer sa première édition dans quelques jours. Alors le trail, depuis on va dire une dizaine d'années, c'est devenu une activité, un sport très à la mode. Il y avait encore de la place dans le calendrier en Isère pour créer une épreuve? Alors effectivement, le département de l'Isère est un des départements qui propose le plus de courses de montagne dans l'année. On est un peu plus de 120 courses sur tout le département. Et trouver une date entre différents événements a été assez compliqué pour pouvoir proposer cette première édition qui aura lieu le 18 septembre, la semaine prochaine. On propose cette date entre l'UTV ce week-end et la Wider le week-end d'après. Il a fallu faire un choix. On a posé cette date sur le 18 septembre. On espère accueillir pas mal de trailers. C'est une première édition. On n'est pas connu dans le milieu. Voilà, on espère. On attend avec impatience cette première édition. Comme effectivement, parmi les 100 trails organisés en Isère, nous, on a vocation à mettre en avant des nouveautés. C'était l'occasion de découvrir ce nouveau trail. Alors, le Néron, c'est la montagne emblématique de Saint-Érève. Le club d'athlétisme dont vous faites partie, qui organise cette épreuve, est d'ailleurs dominé par cette montagne. Alors, effectivement, moi, je fais partie du club de l'USSE Athlétisme. Notre stade est bien situé au pied du Néron. Et c'est l'année dernière qu'on a eu cette idée de mettre cet événement au calendrier. On est connu notamment à Saint-Égrève sur le meeting 4H, voilà, tout à fait, c'est les images qu'on voit, sur les compétitions sur piste. Et on a beaucoup de coureurs en montagne dans le groupe hors stade. Et le bureau a proposé l'année dernière d'inscrire au calendrier le trail du Néron, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes, c'est une discipline qui est en plein essor, et c'est surtout un endroit où on n'avait pas de course. Vous avez dit que le Néron, c'est la montagne emblématique de l'Isère. Alors rassurez-vous, les trailers, on n'ira pas sur les arêtes du Néron, parce que c'est quelque chose d'assez vertigineux. L'idée, c'est de faire le tour du Néron en reliant les 6 communes du Sivom du Néron, à savoir Saint-Égrève, où aura lieu le départ. On passera par le Fontanil. Ensuite, on attaquera l'ascension du Mont Saint-Martin pour arriver au Banette, qui sera le point culminant de notre course. On traversera la commune de Proveysieux, de Quai en Chartreuse, Saint-Martin-le-Vinou, et on finira la boucle à Saint-Égrève.
Voilà un petit peu le parcours. Une belle balade sur les balcons de Chartreuse, Tout à fait. au-dessus de l'agglomération. Vous parliez de 4H, c'est le meeting de 400 mètres et Tout à notamment. fait, oui. 400 mètres, c'est le tour de piste. Là, on est sur des distances un peu plus longues. Hein. Alors, effectivement, on va proposer une grande course qui va faire 46 km et 3000 mètres de dénivelé positif. C'est un format assez exigeant qui... Ouais, Emmanuel a les yeux qui brillent quand on dit ça. Oui, D'envie. effectivement. Pourquoi se lancer sur une telle épreuve? C'est vrai que c'est un format que très peu de courses déjà existantes proposent. Surtout que la première partie va être très très exigeante où les coureurs vont gravir 1500 mètres de dénivelé sur les 9 premiers kilomètres d'ascension. Ça, c'est la grande course. On va pouvoir faire également, on proposera une deuxième course sur le même parcours, mais en relais, un parcours à 3. Chaque coureur aura un tiers du parcours à parcourir. Et pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'entraînement, on va proposer un format un peu plus accessible qui va faire 17 km au départ de la commune de Quai-en-Chartreuse, avec 900 mètres de dénivelé positif. Non, 900, oui, ça fait quand même pas mal. À ceci, on va proposer également une animation marche nordique. La marche nordique est une discipline aussi qui est en plein essor. Et sur le village départ qui aura lieu à Saint-Égrève, on va proposer également des courses enfants, des futurs trailers peut-être. Voilà. Alors ça, c'est le dimanche 18 septembre. On peut s'inscrire, il y a une page Facebook ou sur le site internet du club, de Voilà, l'USSE Athlétisme. Vous l'avez dit, le parcours fait le tour du Néron, mais monte pas au sommet. Vous allez voir sur ces images, comprendre pourquoi on ne peut pas emmener des coureurs courir sur les arêtes du Néron, parce que c'est assez escarpé. Là, c'est une championne de skyrunning, hein, Hilary Gérardi, qui s'est prêtée à l'exercice, mais qui est vraiment une professionnelle. Là, effectivement, c'est un exercice un peu différent du trail. Complètement, complètement. Là, on est vraiment sur du skyrunning. Non, on ne peut pas proposer ce type de course au grand public parce que c'est vraiment spécifique. La Sky Race des Mathésins propose une course de skyrunning, mais je ne suis pas convaincu qu'on aille quand même se risquer sur ce type d'arête. Non, le trail, ça va être plutôt sur des parcours. C'est des parcours de montagne exigeants. On va pouvoir pas courir sur des singles techniques, on va pouvoir courir en prairie, on va pouvoir courir sur des pistes un peu plus larges. On n'est pas sur de l'arête comme on a pu le voir, ça c'est clair. On les regardera, mais d'un peu plus loin, les arêtes du Néron. C'est ça. Pour ceux qui participaient, il y a une jauge. Antoine attend plusieurs centaines de milliers de visiteurs à Beaucroissant. C'est quoi la jauge pour vous de cette première édition? Dans l'idée, on s'était fixé 500 coureurs au départ. Une jauge à 500 coureurs. On est malheureusement un petit peu comme toutes les courses actuellement. On n'aura pas les 500 coureurs. On s'aperçoit que pour différentes raisons, alors il y a eu le Covid là, ces 2 dernières années. Après, il y a la crise économique qui fait que les coureurs ne viennent pas forcément sur nos événements. Et après, on a aussi le fait qu'il y a beaucoup de courses qui sont proposées. On ne peut pas les enchaîner. On peut pas enchaîner toutes les courses. Là, on est déjà aujourd'hui, on est à 160 coureurs inscrits. Je pense qu'on atteindra entre 250 et 300 coureurs. Et pour une première édition, c'est tout à fait honorable. Le Trail des Passerelles, l'UT4M, ils ont tous commencé petits. On n'a pas comment dire, on ne veut pas devenir aussi grand, on n'a pas la prétention de devenir un événement aussi important. Mais la première édition, forcément, on voit petit. Et ben voilà, en tout cas, on va lui donner un petit coup de pouce à cette première édition du Trail du Néron, donc dimanche 18 septembre. Ce sera chaque année, normalement, la semaine après la foire de Beaucroissant. Alors, on peut aller manger du charolais et puis après se dépenser la semaine d'après sur les arêtes du Néron. Il nous reste 2 minutes pour quelques bons plans. Temps additionnel, les bons plans de nos invités, avec Emmanuel qui, je crois, va nous parler d'une librairie. Étonnant. Oui, moi je voulais mettre en avant la librairie aux Merveilles qui est située rue Bayard à Grenoble. C'est Fred Fromanti qui est le gérant.
fait un travail formidable pour mettre en avant les littératures de l'imaginaire. On a de la chance d'en avoir une parce que les librairies indépendantes, dans un librairie de genre quand même, c'est quelque chose qui devient rare. Donc voilà, on en a une des meilleures de France ici à Grenoble, à 2 pas d'ailleurs du studio de Télé Grenoble. Et oui, rue Bayard, c'est dans le quartier. C'est dans le quartier des Antiquaires, c'est pas loin d'ici. Et donc, voilà, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est une caverne d'Ali Baba, vraiment, pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Est-ce qu'on y trouve ce livre? Tout à fait. Ah, quand même. Voilà. Sinon, le bon plan n'était plus là. Merci Emmanuel. Alexandre, vous, c'est une idée de sortie. Alors, pas de trail, pas de course, mais plutôt de rando dans le Trièves. Oui, tout à fait. Oui, c'est la montagne du Châtel. On l'appelle également le bonnet de Calvin, qui est située au-dessus de Mins. C'est une montagne qui a une forme assez particulière, d'où son nom, le bonnet de Calvin, qui est très accessible en randonnée, très facile. Au sommet, on a un panorama 360 degrés qui part du Vercors, le plateau de la Matésine, Loisan, qui finit sur le Dévoluy et notamment l'Aubiou, comme on voit à l'image. Très très belle randonnée dans une des plus belles parties du département. Oui, parce que là, on le voit sur ces images, le panorama est complètement ouvert à 360 degrés. Ce sont des images du printemps, il y a encore un peu de neige, mais à l'automne, c'est pas mal aussi. Tout à fait, oui. Vous allez profiter des couleurs de ce coin du Sud-Isère. Antoine, dernier petit bon plan. Dans l'air du temps aussi, vous, et en lien avec cette fameuse foire de Beaucroissant. Oui, les 9, 10, 11. En fait, 3 jours par an, la SNCF... les trains de la ligne Grenoble-Lyon s'arrêtent à la gare de Beaucroissant. Il y a toujours une gare à Beaucroissant. Qui est fermée depuis très longtemps. Elle est fermée depuis de nombreuses années, mais les trains continuent à s'y arrêter pendant la foire. Alors c'est un bon plan parce que du centre-ville de Grenoble, on peut arriver pile poil au centre de la foire, parce que comme je vous disais tout à l'heure, elle est très étendue. Et on y arrive, voilà. On voit. Ça, c'est des images d'archives qui datent, mais à l'époque, elle était déjà fermée. Elle rouvrait que pour la foire. Voilà, c'est ça. Il y a, je crois, une dizaine d'arrêts dans la journée. Donc, ça doit faire 5 arrêts pour y aller et 5 arrêts dans l'autre sens pour revenir. Donc, c'est très pratique. En plus, c'est écolo. Bah oui, si les joueurs du PSG veulent venir à la foire de Beaucroissant, ils viennent en train jusqu'à Grenoble et ils peuvent aller ensuite. Ils n'ont pas besoin de jet privé. Non, je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'aurai la place pour qu'il atterrisse avec tous les exposants. Merci en tout cas à tous les trois. Bonne continuation. Si vous voulez revoir toutes ces émissions, elles sont en libre accès sur notre site télégrenoble.net. Et puis nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignard Résidence. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.